On s'est marié hier. Les mots de ma belle-fille me fracassèrent la poitrine comme une balle. Je suis sur le pas de la porte, tenant les fleurs que j'ai achetées pour les féliciter pour leur fiançailles, tandis qu'elle me regarde avec ce sourire glacial que je connais si bien. Mon fils se tient derrière elle, évitant mon regard comme il le fait toujours quand il sait qu'il a fait quelque chose de mal. 3 ans à planifier un mariage qui n'a jamais eu lieu. 3 ans à croire que je serais la mère du marié, à aider aux préparatifs, à rêver du jour où je verrai enfin mon fils unique marcher jusqu'à l'autel. 3 ans à me faire avoir comme une idiote pendant qu'on riait dans mon dos. C'était une cérémonie intime, juste toutes les deux, poursuit-elle en ajustant sa nouvelle bague à son doigt comme quelqu'un qui exhibe un trophée. Intime. Le mot me blesse profondément, car je sais ce qu'il signifie vraiment. Sans la belle-mère noire gênante. Sans la femme qui a élevé l'homme qu'elle aime, mais qui n'a jamais été assez bien pour voir cet amour officialisé. Comment une mère peut-elle être exclue du mariage de son fils? La question résonne dans ma tête, tandis que je sens le sol s'effondrer sous mes pieds. 28 ans à élever ce garçon seul, à faire des doubles journées pour lui donner tout ce que je n'ai jamais eu, à me réveiller à l'aube avec de la fièvre, à célébrer chaque réussite comme si c'était la mienne, et voilà ma récompense. Le pire, ce n'est même pas l'exclusion. C'est le mensonge élaboré, le théâtre qu'ils ont monté pour me maintenir dans le droit chemin. Ils prétendent discuter des détails du mariage devant moi, me demandent mon avis sur des fleurs jamais achetées, sur des invités jamais conviés. Ils me font croire que j'étais importante. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils me prennent pour une femme de 60 ans, trop réservée, trop polie, qui accepte tout en silence. Ils n'imaginent pas que cette même femme qu'ils méprisent cache des secrets qui pourraient détruire bien plus qu'un mariage. Le jeu vient juste de commencer, et ils viennent de me distribuer toutes les cartes. J'entre dans la maison comme si je flottais, mais mes pieds pèsent une tonne. Les fleurs me glissent des mains et se dispersent sur le sol du salon, leurs pétales blancs sur le carrelage sombre, tels des confettis d'une fête qui n'a jamais eu lieu. Le silence intérieur est assourdissant, contrairement à celui que je connaissais. Celui-ci a un goût de trahison. Je vais à la cuisine et me sers un verre d'eau, mais mes mains tremblent tellement qu'elles manquent de tout renverser. C'est incroyable comme l'humiliation pèse sur la poitrine, vous coupant le souffle. On le ressent jusqu'au plus profond de soi quand quelqu'un décide qu'on ne mérite même pas la courtoisie d'un mensonge bien dit. Je me souviens de toutes les fois où elle faisait des commentaires sur mes cheveux, toujours sur le ton de quelqu'un qui me rendait service. « Ma tante, as-tu pensé à les lisser ? Ce serait plus élégant pour les photos de mariage. » Ou lorsqu'elle suggérait que je n'avais pas besoin d'aller à ces dîners de famille parce que ce serait plus confortable pour tout le monde. Confortable pour qui, me demandais-je à l'époque. Aujourd'hui, la réponse me brûle les lèvres. Mon téléphone vibre sur le comptoir. C'est ma voisine qui me demande si tout va bien, car elle m'a vu revenir de la rue, l'air d'avoir reçu un coup de poing invisible. Donna Cosessao a toujours été observatrice, une de ces femmes qui comprennent le poids de certaines souffrances sans avoir besoin d'explications. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation que la vie nous réserve, car ils savent que certaines histoires n'ont de sens que lorsqu'elles sont racontées jusqu'au bout, lorsque la justice trouve enfin sa place. Je ne réponds pas encore aux messages. J'ai besoin de digérer ce qui s'est passé, d'organiser les pensées qui ricochent dans ma tête comme des balles perdues. Parce que maintenant, je sais que ces 3 dernières années ont été un piège minutieusement monté. Et s'ils ont menti si facilement, combien d'autres mensonges ont-ils construits autour de moi? Je monte dans ma chambre et j'ouvre le tiroir où je garde les souvenirs de mon petit garçon. Mais aujourd'hui, je cherche quelque chose de très différent. Au fond du tiroir, parmi de vieilles photos et des cartes de fête des mères, mes doigts trouvent ce que je cherchais. Une enveloppe jaunie que je garde depuis plus de 2 ans. À l'intérieur se trouvent des documents auxquels mon fils n'aurait jamais imaginé que j'aurais accès. Mon cœur s'emballe en touchant le papier, sachant que ce qui y est écrit pourrait tout changer. Je suis assise sur le lit où j'ai si souvent réconforté mon fils lorsqu'il pleurait le père qui nous avait abandonnés. Ce même lit où je suis restée éveillée toute la nuit lorsqu'il a eu une pneumonie à minuit, observant sa respiration. Là où il s'asseyait pour me dire qu'il avait rencontré une fille spéciale, les yeux brillants de passion. Comme les choses ont changé. L'enveloppe contient des relevés bancaires et des contrats qui se sont retrouvés à mon nom par erreur il y a 2 ans. À l'époque, j'avais pensé la retourner discrètement, sans l'ouvrir. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas l'avoir fait. Car maintenant,
Je vois des chiffres qui ne correspondent pas au salaire que mon fils prétend gagner. Je vois des virements vers des comptes que je ne reconnais pas. Je vois une réalité parallèle qu'ils ont construite, à mon insu. La maison est plongée dans une étrange obscurité, comme si même la lumière avait peur de révéler la vérité. J'allume la lampe de chevet, et les papiers semblent vibrer dans la lueur jaune. Chaque ligne que je lis est une attaque directe contre la confiance que j'avais autrefois en mon propre fils. Ce n'est pas seulement le garçon qui m'a exclu du mariage. Ce n'est pas seulement l'homme qui a laissé la femme m'humilier en silence. C'est quelqu'un qui vit une vie complètement différente de celle qu'il me montre, quelqu'un qui me traite comme une vieille femme naïve, qu'on peut berner à l'infini. Mais la tromperie est réciproque. Et s'il croit connaître Johanna da Silva, il se trompe lourdement. Car la femme qu'ils ont méprisée toute leur vie est sur le point de se révolter. Au fond du tiroir, parmi de vieilles photos et des cartes de fête des mères, mes doigts trouvent ce que je cherchais. Une enveloppe jaunie que je garde depuis plus de 2 ans. À l'intérieur se trouvent des documents auxquels mon fils n'aurait jamais imaginé que j'aurais accès. Mon cœur s'emballe en touchant le papier, sachant que ce qui y est écrit pourrait tout changer à jamais. Je suis assise sur le lit où j'ai si souvent réconforté mon fils lorsqu'il pleurait le père qui nous avait abandonnés. Ce même lit où je suis restée éveillée toute la nuit lorsqu'il a eu une pneumonie à minuit, scrutant sa respiration comme si ma vigilance pouvait le maintenir en vie. Là où il s'asseyait pour me dire qu'il avait rencontré une fille spéciale, les yeux brillants d'une passion juvénile. Que les choses ont changé depuis. L'enveloppe contient des relevés bancaires et des contrats qui se sont retrouvés à mon nom par erreur il y a 2 ans. À l'époque, j'avais pensé la lui retourner discrètement, sans l'ouvrir, respectant sa vie privée comme je l'ai toujours fait. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Car maintenant, je vois des chiffres qui ne correspondent pas au salaire que mon fils prétend gagner. Je vois des virements réguliers vers des comptes que je ne reconnais pas. Je vois une réalité parallèle qu'ils ont construite loin de moi, me traitant comme un idiot utile. La maison est plongée dans une étrange obscurité, comme si même la lumière craignait de révéler la vérité crue qui se cache dans les recoins. J'allume la lampe de chevet, et les papiers semblent palpiter dans la lueur jaune, chaque numéro étant une trahison documentée noir et blanc. Ce n'est pas seulement le garçon qui m'a exclu du mariage. Ce n'est pas seulement l'homme qui a laissé sa femme m'humilier en silence pendant 3 ans. C'est quelqu'un qui vit une vie complètement différente de celle qu'il me montre, quelqu'un qui me traite comme une vieille femme naïve, facile à berner. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage, laissant un signe silencieux que le message les a profondément touchés. Mais la tromperie est une voie à double sens. Et s'ils pensent connaître Johanna da Silva, ils se trompent lourdement. Parce que la femme qu'ils ont méprisée toute leur vie garde en mémoire chaque détail, chaque mot murmuré quand ils pensaient que je ne les écoutais pas. Je me souviens de la première fois où elle a commenté ma situation financière modeste devant ses amis, en soulignant que je vivais dans une maison simple en banlieue. Sa façon de dire « simple » sonnait comme « inférieur ». Je parcours les documents, et chaque page raconte une histoire différente de celle qu'ils m'ont vendue. Un appartement à Copacabana acheté comptant. Une voiture importée financée à son nom. Des voyages à l'étranger dont j'ignorais l'existence. Pendant ce temps, j'économisais quelques sous pour lui offrir un joli cadeau d'anniversaire, me privant de petits luxes pour ne pas être un fardeau dans la vie réussie de mon fils. L'ironie me transperce comme une lame acérée. Pendant tout ce temps, j'étais reconnaissante qu'il me rende encore visite, qu'il m'inclue encore dans les fêtes de famille. Je restais discrète pour ne pas les déranger, je parlais doucement pour ne pas paraître intrusive et j'acceptais les insinuations sur mon apparence, mes manières, mon âge. J'avais construit ma propre prison avec des briques de fausse gratitude. Mais il y a une différence entre être humble et être humilié. Entre être discret et être invisible. Entre respecter les limites des autres et les laisser bafouer sa dignité. Cette différence est désormais évidente, éclairée par la lumière crue des faits que j'ai entre les mains. Je sors du lit et vais à la fenêtre. Dehors, la rue est calme, les fenêtres des voisins éclairées, des familles réunies pour dîner. Des familles qui n'ont pas besoin de cacher leur mariage, qui ne construisent pas leur relation sur des mensonges élaborés. Le contraste me blesse, mais me renforce aussi. Parce que Johanna da Silva n'est plus du genre à accepter des miettes d'affection. Le jeu a complètement changé, et il ne se doute pas que j'ai déjà 3 coups d'avance. Les nuits me semblaient plus longues que jamais.
L'horloge s'écoulait, les heures s'éternisaient, comme si le temps avait perdu sa vitesse. Je m'allongeai, mais le sommeil refusait de venir. Je fixais le plafond, observant les jeux d'ombre et de lumière que la lune projetait sur les murs, chaque motif me rappelant les incertitudes qui m'entouraient. Par moments, la lumière argentée m'apportait un sentiment de paix, comme s'il subsistait encore l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais il suffisait qu'une ombre traverse la pièce pour que la peur s'installe à nouveau, dense, suffocante, comme si elle voulait m'engloutir tout entier. Je me souvenais de matins lointains, où la vie semblait simple. L'odeur du café frais, le bruit du portail qui s'ouvre, mon fils rentrant de l'école avec un sourire radieux. Ces souvenirs me soulageaient, mais me torturaient aussi, car le contraste avec le présent était brutal. Le garçon qui autrefois se jetait dans mes bras évitait désormais mon regard, et la femme qui partageait sa vie me traitait comme une nuisance qu'il fallait chasser. Cette dualité me consumait, comme si deux mondes coexistaient en moi. Celui de la mère qui croyait en l'amour éternel de son fils et celui de la femme qui voyait des signes de trahison dans chacun de ses gestes. Les jours aussi changèrent de couleur. Le soleil entrait à flots par la fenêtre, mais il ne réchauffait plus. Les bruits de la rue, qui avaient autrefois apporté la vie, me semblaient désormais lointains, étouffés, comme si je vivais derrière une épaisse vitre, séparée du reste du monde. Même les objets de la maison prenaient de nouvelles voix. Les tiroirs hâtivement fermés, le téléphone qui vibrait secrètement, le murmure interrompu à mon apparition. Tout conspirait pour me dire que quelque chose se cachait juste devant moi. Au même moment, une force silencieuse grandissait en moi. Fragile comme une braise, mais tenace. Chaque regard froid, chaque mot percutant alimentait cette flamme silencieuse, pas encore allumée, mais attendant le moment propice pour s'embraser. Je sentais que cette force était la même qui m'avait permis de traverser d'autres tempêtes, la même qui m'avait si souvent fait sourire même lorsque la vie voulait me réduire au silence. Et ainsi j'ai continué, coincé entre la lumière et l'ombre, l'espoir et la peur, sans réponse claire, mais avec le sentiment troublant que la vérité était sur le point de s'imposer, comme un tonnerre qui fend le ciel avant que la pluie ne tombe. Au fil du temps, j'ai réalisé que chacun de mes gestes suscitait des réactions qui auparavant seraient passées inaperçues. En m'attardant dans la pièce, j'ai remarqué des regards échangés, presque imperceptibles. Si je posais une question simple, comme à propos d'une facture ou d'un achat, le silence s'étendait au-delà de ce qui était naturel, comme si chaque mot devait être choisi avec soin pour ne pas en révéler trop. C'est dans ces petits détails que je voyais se dessiner quelque chose de plus vaste, quelque chose qui exigeait toute mon attention. J'ai commencé à observer en silence, transformant la routine en champ d'étude. Chaque papier oublié sur la table devenait un fragment de vérité. Chaque appel téléphonique précipitait une pièce d'un puzzle que je ne parvenais pas à distinguer. C'était comme si j'avais été propulsé dans un jeu auquel je n'avais jamais choisi de jouer, mais qu'il me fallait maintenant apprendre à maîtriser. Ce mouvement me procurait une étrange sensation de contrôle, même au cœur de la douleur. Le contraste était évident. D'un côté, l'angoisse d'être traité comme invisible, d'être diminué entre les lignes. De l'autre, la force silencieuse de savoir que je possédais en moi une mémoire vive, capable d'enregistrer chaque détail sans rien manquer. À chaque échange de regards feignant de ne pas remarquer ma présence, à chaque murmure étouffé, je prenais davantage conscience du piège tendu autour de moi, mais aussi mieux préparé à l'affronter. Cette tension commença à modifier ma perception des gestes les plus banals. Le plat laissé négligemment dans l'évier n'était plus seulement de l'insouciance, c'était du mépris masqué. L'empressement à cacher une lettre ne me semblait plus une coïncidence, c'était la peur d'être découvert. Le monde qui m'entourait gagnait de nouvelles interprétations, et avec elles la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Il est curieux de voir combien de personnes, en entendant une telle histoire, reconnaissent des moments similaires dans leur vie, où de petits signes ont révélé de grandes vérités. Partager ces réflexions, commenter comment ces silences ont autrefois été plus forts dans leurs histoires, peut aussi être un geste de résistance, une façon de ne pas laisser la douleur rester cachée. Et ainsi, entre action et réaction, silence et révélation, j'ai réalisé que j'étais plus proche du centre de l'intrigue que je ne l'avais jamais imaginé, et que la prochaine découverte ne serait pas petite. Les jours prenaient une forme étrange, comme si chaque matin promettait de révéler un nouveau fragment de vérité. Le simple fait de se réveiller était déjà accompagné d'une tension invisible, comme si la maison elle-même respirait silencieusement, abritant des secrets qui refusaient de rester cachés bien longtemps.
Même le son du café versé dans une tasse semblait plus dense, chargé de significations transcendant la routine. J'ai commencé à distinguer des schémas là où auparavant je n'avais perçu que des gestes isolés. Une enveloppe toujours face cachée sur la table, une conversation interrompue au moment où je franchissais la porte, un échange de messages qui a soudainement durci le regard de mon fils. C'étaient des signes discrets mais cohérents, comme des gouttes qui tombent toujours au même endroit jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent dans la pierre. Cette répétition m'a convaincu que quelque chose de plus important était soigneusement caché. Et en même temps, je sentais une force silencieuse grandir en moi. C'était comme marcher sur une route brumeuse. L'horizon était encore caché, mais le chemin sous mes pieds devenait de plus en plus ferme. Entre doute et clarté, entre peur et espoir, je commençais à comprendre que mon apparente fragilité était en réalité un puissant déguisement. Il me sous-estimait, et cela m'offrait un avantage précieux, le temps d'observer sans être remarqué. Mais ce n'était pas facile. Il y avait des moments où la solitude me frappait comme une vague de froid. Le silence de la maison la nuit semblait m'envelopper comme un voile épais, et mon esprit s'emballait, imaginant des scénarios, calculant les possibilités, essayant de prédire la suite. Ce contraste entre la sérénité apparente et la tempête intérieure me consumait, mais me rendait aussi plus attentif à chaque détail. C'était comme vivre au bord d'une falaise. Un faux pas pouvait me précipiter dans l'abîme, mais c'était aussi de là, de cette position instable, que j'avais la plus grande vue sur tout ce qui m'entourait. Je savais que je n'avais pas encore vu le pire, mais chaque signe annonçait quelque chose d'important, d'inévitable et de profondément transformateur. J'ai commencé à réaliser que le poids des découvertes ne se limitait pas aux murs de la maison. C'était comme si chacun de mes pas portait une ombre, une tension qui m'accompagnait même dans les tâches les plus simples. Aller à l'épicerie, par exemple, devenait une expérience différente. Les rayons débordants de produits semblaient vides devant mes yeux, car mon esprit restait occupé par le théâtre qui se déroulait au sein de ma famille. Même les visages inconnus, avec leurs gestes automatiques et précipités, me faisaient réfléchir à la facilité avec laquelle on peut cacher des secrets derrière des expressions banales. Parfois, en rentrant chez moi, je m'arrêtais devant le portail et respirais profondément avant d'entrer. Le contraste était saisissant. Dehors, les voisins riaient, les enfants couraient après des balles colorées, l'odeur de cuisine s'échappait des fenêtres ouvertes. À l'intérieur, un univers de silence répété, de regards calculés, de mots mesurés, comme si chaque phrase était un pas sur une corde raide. J'avais l'impression de franchir un portail entre la lumière et l'ombre, entre un monde qui suivait son cours et un monde alimenté par le mensonge. Ma confiance vacillait comme une flamme au vent. Par moments, je me sentais lucide, forte, presque invincible face à ce que j'avais accumulé en silence. À d'autres moments, le doute me rongeait. Et si tout cela n'était que paranoïa? Et si je voyais des schémas là où il n'y en avait pas? Mais il suffisait d'un lapsus, d'une phrase interrompue, d'un geste impatient, pour que la flamme de la certitude s'allume à nouveau en moi. C'est dans ce jeu de contraste que je me suis renforcé. Chaque longue nuit m'a appris à attendre. Chaque silence m'a révélé ce qu'il cherchait à cacher. C'était comme si j'apprenais un nouveau langage, fait de pauses, d'expressions et de petits oublis. Et plus j'observais, plus il devenait clair qu'il y avait quelque chose de bien plus vaste en jeu, quelque chose qui ne pouvait rester caché longtemps. Je savais, aussi clairement qu'on sent la pluie avant l'orage, que le moment de la révélation approchait. Mais j'ignorais l'ampleur de ce qui allait se produire. Le jour où la vérité a finalement prévalu, il n'y a pas eu de cri ni de dispute ouverte. Elle a retenti comme un coup de tonnerre lointain, annonçant la tempête que personne ne voulait entendre. Les preuves étaient là, étalées devant moi, telles les pièces d'un puzzle qui formait enfin une image claire. Documents, messages, traces de choix qu'il croyait pouvoir cacher à jamais. J'ai observé chaque détail et ressenti un mélange de douleur et de clarté, comme si je respirais un air nouveau après des années passées dans une pièce fermée. À cet instant, j'ai compris que la trahison ne me définissait pas. Ce qui me définissait, c'était ma réaction. La femme silencieuse, la mère toujours disponible, la présence discrète que tant de gens sous-estimaient, elle n'avait pas disparu, mais elle partageait désormais l'espace avec une autre version de moi-même. Une version plus ferme, celle qui connaissait le poids des cicatrices et comprenait l'importance de ne pas se taire. C'était comme si j'avais traversé un pont étroit et, de l'autre côté, me retrouvais entière. Les images de ce réveil restent vives. Le grincement sec de la chaise tandis que je me levais pour affronter ce qui s'étendait devant moi.
Le reflet de la lampe sur les pages qui révélait le mensonge. Le silence qui suivit, dense, comme si même l'air attendait ma réaction. Et, au milieu de tout cela, le souvenir de chaque nuit blanche, de chaque larme retenue, de chaque fois où j'ai pensé à abandonner. Rien n'était vain. Ce parcours m'a appris que la gentillesse n'est pas la soumission. Qu'être humble ne signifie pas accepter l'humiliation. Que vieillir ne me rend pas jetable, mais me donne le privilège de voir au-delà des masques. Et, d'une certaine manière, je sais que chacun de ceux qui suivent cette histoire mène ses propres combats silencieux. C'est pourquoi, si ce parcours vous a touché, laissez un commentaire, un like et vous abonner à cet espace n'est pas seulement un soutien. C'est la preuve que personne n'est seul dans cette aventure. Je conclus cette étape avec la certitude de ne plus être la même. La femme autrefois rejetée s'élève désormais avec dignité, portant non seulement la douleur de l'exclusion, mais aussi la force de la révélation. Et cette force, une fois éveillée, personne ne pourra jamais l'éteindre.